Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la célèbre mitrailleuse M2 conçue par Browning. Et c'est une arme qui est très intéressante parce que son développement va remonter à la Première Guerre mondiale et le rôle de cette arme a su évoluer et ce jusqu'à nos jours puisque l'arme est toujours en service et elle restera en service pendant encore, je pense, un petit bout de temps. Mais avant de rentrer plus dans les détails de l'histoire de cette arme, je tiens à remercier le CSA Tir du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières qui m'accueille, qui me permet de filmer cette 12-7. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent d'effectuer mes vidéos, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez grâce au lien en description. La Browning M2 est une arme qui est extrêmement polyvalente car elle a été conçue pour un rôle totalement différent de son rôle actuel. En fait, lorsque les États-Unis vont entrer dans la Première Guerre mondiale, ils vont souhaiter avoir une arme efficace tant contre les chars que contre les avions. Et en 1917, le général Pershing va demander le développement d'une nouvelle mitrailleuse de gros calibre pour ce rôle contre les chars et contre les avions, et cela va entraîner le développement de ce qui deviendra la cartouche de 50 BMG, BMG pour Browning Machine Gun, ou 12-7 par 99 mm. Et le célèbre John Browning va lui concevoir une nouvelle mitrailleuse en s'appuyant sur le mécanisme de sa célèbre mitrailleuse modèle 1917 qui a été aménagée à l'époque pour la cartouche de 30-06. La première mitrailleuse de calibre 50 est prête pour des tests en octobre 1918 avec des résultats plutôt mitigés, d'autant plus que quelques semaines après ces tests, la Première Guerre mondiale se termine. Néanmoins, les développements vont se poursuivre tant sur la cartouche que sur la mitrailleuse, qui va devenir la mitrailleuse Browning modèle 1921 et qui ressemble beaucoup à ce modèle M2, mais cette mitrailleuse va avoir un refroidissement liquide, du moins pour sa variante destinée à être employée par les troupes au sol, car il y avait également une version aviation, et celle-ci était évidemment refroidie par air. Là encore, l'armée va trouver des défauts, notamment son impossibilité à changer le sens d'alimentation et le fait que les boîtiers de culasse ne soient pas vraiment interchangeables entre la version refroidie par air et celle avec un radiateur. En 1926, John Browning décède et le développement est repris par un autre homme, le Dr Green, qui avait travaillé sur le modèle 1921. Et il va résoudre la majorité des problèmes de la mitrailleuse. Le boîtier de culasse va être ainsi redessiné pour que toutes les pièces soient interchangeables entre les variantes. Ainsi, en fonction des clients, on peut plus facilement configurer ces mitrailleuses et cela va simplifier la production et la logistique. Il va également légèrement modifier le mécanisme pour permettre le changement de sens de l'alimentation, ce qui était assez important pour la Navy, qui souhaitait avoir des mitrailleuses jumelées pour la défense de ses bateaux. Et dans le cadre de mitrailleuses jumelées, il était important qu'une soit alimentée par la droite et l'autre alimentée par la gauche. Une autre branche de l'armée qui va s'intéresser à ces mitrailleuses, ce sera l'Air Force. Ces armes seront utilisées pour la protection des avions, par exemple montées sur des tourelles ou même directement embarquées dans les avions. On va également installer ces M2 sur des véhicules, notamment les blindés, avec la variante M2HB, avec son canon lourd, pour mieux absorber la chaleur. La Deuxième Guerre mondiale va évidemment faire exploser la demande de ces armes, qui seront fabriquées par une quinzaine d'entreprises, dont Colt, Savage, l'Arsenal de Springfield, Fabrique nationale, et même l'entreprise Frigidaire, et bien d'autres. Après la guerre, la M2 sera obsolète dans son rôle antiaérien, mais elle continuera à être utilisée sur des véhicules ou sur affût grâce à l'efficacité et à la polyvalence de sa munition de 12-7 par 99 mm qui peut être efficace en antipersonnel et également en antimatériel. Et elles vont continuer à être utilisées grâce à la fiabilité de ces armes qui ont été fabriquées à plus de 3 millions d'exemplaires et qui continuent d'évoluer en permettant l'emploi d'optique ou grâce à une version où c'est plus rapide de changer le canon sans avoir à revérifier la feuillure. En France, ces armes ont commencé à être utilisées dès 1932, date à laquelle la marine française va commander des M2 qui seront aménagés pour l'ancienne cartouche de 13,2 mm Hotchkiss. Et maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de cette arme, on va pouvoir regarder cette imposante mitrailleuse de plus près. La mitrailleuse Browning M2 HB pèse 38 kg non chargée
et sans son affût bien sûr. Et là, on va mesurer 1,6 m de long. On a à l'avant un guidon qui est totalement protégé, ainsi qu'un œilleton réglable à l'arrière. Sur les variantes modernisées, on a souvent un rail Picatinny sur le capot afin de monter des optiques. Sur celle-ci, on n'en a pas. Par contre, on a une mire anti-aérienne qui est ici. À l'arrière, on a 2 poignées, notre détente qui est une détente papillon, et on a un bouton au milieu qui est le déclencheur de culasse qui va permettre de tirer au coup par coup, ce qui peut être utile pour zéroter la mitrailleuse. Quand on active ce bouton, après le premier tir, la culasse, elle va rester automatiquement en arrière, arrêtant ainsi le processus de tir. L'alimentation va se faire avec des bandes de munitions. On va pouvoir les insérer en ouvrant le capot. Donc on fait pivoter ce bouton et on va soulever. On peut voir notre culasse qu'on verra un peu plus en détail tout à l'heure, les cliquets pour l'alimentation et le coulisseau qui va être, comme sur beaucoup d'armes, ici. L'éjection des maillons va se faire sur la droite et les étuis vides, eux, vont sortir vers le bas. Et bon, capitaine, vous allez nous montrer comment on démonte cette M2. Très bien. Dans un premier temps, les mesures de sécurité. Vérifie que la chambre est claire. Chambre claire. On va démonter le canon. Ok. Le canon. Ensuite, on retire le bloc arrière. On s'assure bien que le ressort est détendu. Bloc arrière. Le ressort récupérateur et sa tige. Ensuite, ramener, retirer la poignée et le tenant de verrouillage. Ensuite, avec le chasse-goupille, on appuie sur le ressort du châssis et on tire l'ensemble de la culasse vers l'arrière. Ici, j'ai ma culasse, l'amortisseur et la glissière. La glissière et l'amortisseur. Voilà. Donc après, on peut redémonter ici l'accélérateur et son axe, l'amortisseur, ici le verrou de culasse et son axe, le tracteur abaisseur, la pièce d'aiguillage qui permettra de choisir l'alimentation par la droite ou par la gauche. Ici, le levier d'armée et son axe. La came. Ici, avec le levier d'armée, je viens bloquer le ressort du bloqueur de percuteur pour pas le perdre. Voilà. Je décale l'axe du bloqueur de percuteur. Une pièce un petit peu ennuyeuse à retirer. Je vais être obligé de tapoter un peu, c'est pas gênant. Hop. La pièce, mon levier, mon ressort. C'est un peu moche comme démontage, mais bon. Le percuteur et ça rallonge. Voilà. Pour le remontage, on refait la même chose dans le sens inverse, percuteur et ça rallonge. Le ressort, l'arrêtoir, la came sur le côté, le
rétracteur. Voilà. Levier d'armée, renflement vers l'avant. L'axe du levier d'armée. Je fais mon test. Ça fonctionne. Je remets vers l'avant. La pièce d'aiguillage orientée left pour l'alimentation par la gauche. Le levier tracteur abaisseur. L'amortisseur. L'accélérateur et son axe. Le verrou de culasse et son axe. Et pour le remontage, donc je viens mettre l'ensemble du glissière châssis et culasse. Je vérifie que le levier d'armée est toujours vers l'avant. Le tenant de verrouillage, la poignée, ressort et sa tige guide. Bloc arrière. Coup de bon fonctionnement, c'est bon. Ensuite on peut remettre le canon. Voilà. Et ensuite procéder au réglage de feuillure avec le Gonoco. La mitrailleuse M2 fonctionne par court-recul du canon et tire avec une culasse fermée. Lorsque l'arme est prête à tirer, une bande de munitions est insérée et une cartouche est dans la chambre. L'appui sur la queue de détente va relâcher le percuteur qui va entraîner le départ du coup de feu. Le canon et le groupe composé par la culasse et la glissière du canon vont reculer. Lorsque le canon et la glissière vont être en fin de course, le verrou de culasse va s'abaisser, permettant à la culasse de poursuivre son voyage en arrière et elle va forcer l'accélérateur à s'abaisser, permettant ainsi de retarder son ouverture. L'étui va commencer à être extrait de la chambre et le bras va préparer l'insertion d'une nouvelle cartouche en la tirant de la bande et en la présentant devant la chambre, tout en éjectant l'étui vide qui va sortir par le port d'éjection en bas. La culasse, une fois totalement en arrière, va repartir en avant sous la force du ressort récupérateur, puis du ressort de l'amortisseur qui va faire pression sur la culasse via l'accélérateur. Le verrou de culasse va remonter et le canon va être repoussé en avant. Là, on va pouvoir de nouveau faire feu car une cartouche a été chambrée par la culasse. La M2 a une longévité exceptionnelle car sa conception date d'il y a plus d'un siècle. Et son rôle a su évoluer avec tous les conflits. D'une arme initialement destinée à être employée contre l'aviation et les chars, c'est devenu une arme d'aviation et également une arme embarquée pour les blindés ou une arme sur affût qui va être utilisée en antipersonnel ou en antimatériel. Et cela montre l'efficacité et la fiabilité de ces armes et également de la polyvalence de sa munition. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur cette célèbre mitrailleuse. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et, si vous le pouvez, à rejoindre les tipeurs grâce au lien en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.